Lundi 10 décembre, Denis Mukwege, le médecin congolais, aura le prix Nobel tout à l'heure à Oslo. La cérémonie, c'est à suivre sur le média câblé. On va revenir et en parler tout à l'heure avec un candidat à la députation nationale à Lukunga, mais aussi un journaliste qui sont avec nous sur ce plateau. Une journée qui coïncide avec la fête de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La campagne électorale précédente fâchée pour Martin Fayulu, interdit d'atterrir au niveau du Kindu Maniema. Pendant ce temps, Félix et Vital Kamere sont donc à Bouya avec des mobilisations des candidats du FCC. Lui, Emmanuel Ramazani Chadari, était au Bandundu hier. Mike Mukebai était à la Lukunga. Christelle Wanga était à la Funa, tout comme Eddie Ili était ici à Ngiri. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est le premier numéro de la semaine. Tout notre soutien à notre confrère Peter Tchanou. J'ai été le voir hier en prison. Il a le moral, il se porte bien. Nous le soutenons, cher Peter et cher papa Georges Leta. Paul Diakessé pour ce premier numéro de la semaine. Grand retour sur ce kiosque. Bonjour. Bonjour. Bon lundi, en tout cas. Le lundi est toujours un jour difficile pour nous et pour tous les clergés. C'est un jour de repos. Tous les dimanches, on est. C'est la première fois que je viens lundi. Ça fait beaucoup de peine. Mais merci quand même. La campagne, ça bouge, Paul. Ça atteint une vitesse dangereuse et périlleuse. C'est ce qu'on craignait avec les affrontements, mais aussi empêcher l'atterrissage de l'avion d'un candidat. Donc ça, c'est quand même flagrant. Lorsque les personnes sont identifiées, on doit laisser tous les candidats circuler là où ils veulent. Pourquoi empêcher un candidat de pouvoir battre campagne à Kindu? Parce que Kindu, c'est la ville natale de Chadari. Alors ça, on ne comprend plus rien. Donc, ce sont des choses qu'il faut décourager. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi à Moujimaï, l'UDPS, il y avait la bagarre entre l'UDPS et membres du FCC, à Tchikapa. J'en ai vu aussi à la Kinshasa, hier à Tchangou, 3 jeunes gens ayant l'effigie, le polo de Chadari, ont été malmenés juste sur Pascal par des jeunes gens. On ne voulait pas pouvoir. Merci beaucoup. Un autre encore avec le polo de Kimbuta, malmené. Bon voilà, c'est un peu ça. Faisons avec. Merci beaucoup, mais il faut condamner. Je connais un ami, Changalume, qui est candidat ici à la Gombe, mais ses affiches sont déchirées. Ben, ça, c'est vraiment de l'intolérance politique. L'intolérance, surtout que les affiches de ceux qui sont au pouvoir sont des affiches qui nargue tout le monde, hein. C'est arrogant comme affiche. Faut voir les affiches, par exemple, de Kimbuta à Tchangou. Faut voir les affiches de Chadari partout à Kinshasa. Ça prouve à suffisance que c'est comme si les élections ont été préparées seulement pour l'effort. Je mets fort entre guillemets pour ceux qui bénéficient des prébendes du trésor public. Vous voyez seulement la disparité, parce que si vous voyez par exemple la banderole de Moïse Moussangana ou de Montiri, ça n'a rien à voir. Montiri n'a même pas une banderole. Ça n'a rien à voir avec la banderole par exemple de quelqu'un, j'ai vu là-bas, Léopard. Vive le sport. Donc ça. Alors ça. Paul Diakessé pour l'introduction à cette émission. Ça s'annonce chaud, et même du lourd, comme Doudou Montiri aime bien le dire. Il est candidat à la députation nationale numéro 437. Moïse Moussangana. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. De la presse à la politique, combien de pas? Vous savez, on dit... La politique active. Non, on dit que le journalisme mène à tout. Et il faut d'abord savoir que si moi je suis devenu d'abord dans le journalisme, c'est parce que je voulais parler. Du temps de Mobutu, c'était difficile de parler et qu'en sort, mais je m'étais dit que peut-être par les médias, je peux arriver à parler. Et on a, par les médias, essayé de parler du temps de Mobutu. Quand je regarde mes articles au journal Le Potentiel, parce qu'il faut dire que c'est là où j'ai commencé, mais pas en journalisme, quand je regarde mes premiers articles au journal Le Potentiel, depuis 1991, et aujourd'hui, je me dis que je suis dans la même ligne. Et aujourd'hui, quand les gens me voient sur la route, m'interpellent, me congratulent et consortent, je dis que finalement, je suis arrivé à réaliser ce que je voulais. Comment faire en sorte que cette population ait une opinion? Comment cette population peut exprimer ses désidérata? Voilà ce qui m'a animé autrefois. Et aujourd'hui, si je voudrais passer à la politique, c'est quoi? Parce que je trouve qu'il y a
une certaine léthargie, une certaine inertie dans l'appareil dirigeant Il du semble pays. que les journalistes, quand ils partent en politique, ils échouent généralement, à part peut-être Moutinga, qu'on a vu à l'œuvre avec 3 initiatives parlementaires, différentes lois qui n'ont pas été promulguées. Bon, je voudrais bien que Moutinga était mon mentor. Je suis très content que vous citiez ce nom. Je crois que je serai dans ce pas, comme vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est dans l'appareil dirigeant du pays qu'il y a un problème. Il faut entrer là-bas, secouer les cocotiers pour que ça change. Vous savez, oui, vous savez, si on avait un parlement dynamique, on n'en serait pas aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme problème machine à voter et consorts. Je vous ai dit à l'époque sur ce même plateau que j'avais écrit à M. Léon Kengo, à M. Robert Minakou, oui, que je voulais les voir en personne pour leur mettre mon livre sur la machine à voter et consorts, et ils n'avaient daigné me recevoir. Alors que la CENI relève d'eux et que c'est eux qui avaient pris voté la loi sur la loi révisée sur les élections. Donc voilà, ça dit qu'il faut que les choses changent du dedans des institutions, et je crois que les choses peuvent aller. Déjà, le peuple est en avance, et si les choses changent dans les institutions, je crois que et la population et les dirigeants seront en phase, et je crois que le Congo va connaître un bon verre. Allez, merci beaucoup. On va direction Oslo pour la remise de ce prix Nobel de la paix à notre compatriote. Il s'appelle Mukwege Denis, médecin de l'hôpital général de Pandi au Sud Kivu. Rapidement, tous les soutiens aux candidats, des journalistes qui sont des candidats. Je commence par le premier d'entre eux, Mike Mukeba Nkoso. Il est le numéro 80 pour la circonscription de Lukunga et numéro 5 pour la circonscription électorale de Lingwala. Deuxième candidat au provincial. Deuxième candidat, la candidate Kwale Solange, numéro 532. Tout notre soutien à Solange Kwale. Elle est à Lingwala. Troisième candidat, Moïse Moussangana, qui est sur ce plateau, 437. Lukunga. Autre candidate, Ola Djete ou Pamela, 257. Mwamba, Pascal Onge, 336. Mwamba. On va passer au débat tout à l'heure. Vous ne citerez pas le candidat journaliste Laurent, oui, qui sont de l'autre camp. C'est un choix personnel. Laurent Wemba, 209. Lukunga. Eliezer Tambwe, je ne connais pas les numéros, mais Eliezer Tambwe aussi à Lukunga. Daniel Safou, Mwamba, j'ai cité, je ne sais pas qui d'autre. Kabulo, Mwana Kabulo. Kabulo, Mwana Kabulo, il est aussi à Lukunga. Ludor Balekela. Ludor Balekela, oui, il est à Mwamba, je ne connais pas trop les numéros. Très bien. Mais vous avez oublié le réalisateur de l'émission. Montiris aurait désisté en faveur de Jean-Jacques Mamba. Ah, vous restez dans la course. 314. Allez, on va pas. C'est vous qui les poussez à désister. Merci pour ce que fait. On entend directement à Oslo la remise du prix Nobel de la paix à Denis Mukwege. Mais avant, Oslo, on fait la parenthèse un peu de moyens, manque de moyens, Moutili qui n'a pas de banderole. C'est pas l'argent, qui fait gagner aux élections. C'est vrai. Hein? Parce que si avec l'argent, Hollande ne battrait pas Sarkozy, ou encore Hillary n'allait pas perdre face à Trump. Bon. Pour le cas chez nous, c'est un peu lié à l'argent. On voit ceux qui distribuent des sacs de ciment. Mais les Congolais parlent au fond d'eux. C'est-à-dire les moutures, ils seront votés, même s'ils n'ont pas de banderoles. Face à l'arrogance, comme je dis, de banderoles de gens du FCC, les gens vont réserver un accueil assez mitigé à ces panneaux. Mais ils voteront, même ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui au moins recueillent leur confiance et aspirent au changement. Parce que les Congolais veulent vraiment un changement. On va en parler, ça sera la campagne électorale. Oslo, prix Nobel de la paix. Voilà, prix Nobel de la paix. 80 Congolais font les déplacements. Il faut le dire, rappeler d'abord que Denis Mukwege entre dans le cercle fermé de prix Nobel. Ils ne sont que 17 Africains. Alors lui, c'est le premier Congolais. 17 Africains dont ce sont les Sud-Africains qui ont plus le nombre de prix Nobel. Il y a un Ghanéen, 2 Égyptiens, 2 Libériennes, une Kenyane et enfin un Nigérian, un Ole Sonika. Et le fait d'être choisi parmi les Nobel, c'est que c'est quelqu'un qui vaut la peine.
Et ici, il faut noter un peu le silence coupable, pas coupable, le silence étonnant de nos autorités, parce que ça devait être un truc, on doit avoir des émissions et des émissions spéciales au niveau de la RTNC de plusieurs chaînes, mais on n'en a pas ici. Et pourtant, le jour de sa nomination, le jour où il a été proclamé, RFI a fait autant d'émissions spéciales, et nous, on n'a pas fait ça. Même CNN en parle aujourd'hui. Alors ce silence, moi, je le comprends. Je le comprends. Pourquoi? Parce que de tous les prix Nobel, c'est le prix Nobel de Mukwege et de Lakiem qui dérange un peu. En fait, le sujet n'est pas un sujet qui arrange le pouvoir en place. Parce qu'en fait, Mukwege dénonce le viol des femmes à l'Est, mais également dénonce la gouvernance qui est la conséquence, qui est la cause plutôt au viol des femmes à l'Est. Donc ça signifie que lorsqu'on proclame Denis Mukwege comme prix Nobel, c'est une contre-publicité pour le régime en place. C'est ainsi qu'on peut comprendre son silence. Même si on ne l'approuve pas, mais comprenons ce régime par rapport à d'autres comme le Tutu, comme le Mandela, comme le Sadat. Ils ont posé des actes élogieux, on les a primés. Mais Denis Mukwege, c'est une lutte, et cette lutte, ça fait mal aux pieds dans la chaussure du régime en place. Denis Mukwege, un mot? Bon, il faut dire que Denis Mukwege, c'est toute une fierté pour le pays, une fierté pour le continent, un honneur pour ce pays, pendant qu'on dit que ce pays, c'est un démenti, que ce pays n'a pas que des médiocres, que ce pays a des gens qui peuvent porter son destin et consorts. Je crois qu'on peut trouver comme ça, parce que le président de la République a dit que s'il avait que 15 personnes, ce pays décollerait. Mais je pense qu'on peut trouver 15 Mukwege dans ce pays. Mais c'est parce que le régime en place n'est pas pour l'épanouissement de ce pays qu'on ne sait pas vraiment découvrir ces Mukwege. La preuve, le pasteur Diakese vient de le dire. Pourquoi Mukwege fait-il mal au régime en place? Et pourtant, Mukwege n'a fait qu'apporter de l'humanité aux gens qui ont perdu l'espoir. Je voudrais vous dire qu'en 2004, j'étais conseiller de Mme Zouzi, alors ministre des Affaires humanitaires et de la Solidarité. Nous avons fait un saut pour déposer un kit humanitaire à l'hôpital de Panzi. Il fallait voir ces femmes perdues et consorts. Mais quand ces femmes, on les a sorties pour que Maman Zouzi les salue. Mais il faut dire que quand Mukwege a fait son apparition, mais c'était un dieu pour ces femmes. Et j'ai vu même Madame Zouzi, avant que le docteur Mukwege n'arrive, quand il a vu ces femmes, vous voyez Maman Zouzi, c'est toute une masse, elle s'est effondrée. Mais quand Maman Zouzi a vu l'attitude de ces mamans-là devant docteur Mukwege, j'ai vu Maman Zouzi répondre. Donc elle avait de la joie et comme ça. Donc je voudrais dire que Mukwege, c'est la fierté pour nous. Et c'est tout un symbole. Parce qu'aujourd'hui, le prix Nobel, la remise du prix Nobel de Mukwege coïncide avec le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Ouais. Il faut dire aussi que ce sont les femmes qui sont à l'honneur à l'occasion de ce 70e anniversaire. Pourquoi? Parce que la Déclaration des droits de l'homme elle-même, elle a été portée par qui? Par une femme, Eleanor, l'ancienne épouse du président américain Roosevelt. C'est cette femme-là, devant des centaines d'hommes, qui a porté pour chaque article, cet article, 1000 amendements. Mais il a fallu avoir le cœur, le grand cœur de cette femme, l'américaine Eleanor, pour qu'on aboutisse à la Déclaration des droits de l'homme. Et aujourd'hui aussi, Mukwege a redonné la vie aux femmes. Voilà, il y a une femme qui a joué pour la Déclaration des droits de l'homme et il y a un homme qui a lutté pour donner de l'humanité aux femmes. Voilà, c'est pourquoi je dis que ce 70e anniversaire pour moi doit être mis sous le signe de la femme. Désormais, Denis Mukwege au même rang que Desmond Tutu. Au même rang que Tutu, au même rang que Mandela, au même rang que Sadat. Nous avons notre Mandela congolais. Nous avons notre Mandela congolais, mais dans un domaine qui ne fait pas
automatiquement la fierté de notre pays, le cas des viols. En fait, ça met à nu la République, quoi. Ça met à nu ce que nous vivons aujourd'hui. Mais sinon, en pensant qu'il faut aussi, en considérant Mukwege comme étant héros, mais il faut aussi voir le fort. C'est depuis 1999 qu'il avait commencé à travailler. La jeunesse aujourd'hui, presque nous tous, nous avons tendance à pouvoir avoir des résultats aussitôt. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas facile pour avoir des résultats. Et encore, souvent dans des chaînes étrangères, elles disent plutôt que Denis Mukwege, c'est lui qui a créé l'hôpital de Panzi. Non, il n'a pas créé Panzi. Panzi était un hôpital qui existait depuis très longtemps. C'est comme un peu l'hôpital de Kitambo, c'est comme Kalembe. Il était là et grâce à sa présence et au choix qu'il a fait de choisir les femmes violées, ça fait la renommée de cet hôpital, qui est devenu aujourd'hui pratiquement la risée de beaucoup de touristes à travers le monde. Curieusement, Serge, lorsque Wole Soyinka a été primé prix Nobel, on avait retransmis en direct la cérémonie. Tous les habitants de Lagos étaient invités au grand stade. Ils ont suivi ça en direct. Malheureusement pour nous, ça sera au centre Wallonie-Bruxelles. Le gouvernement ne prévoit rien comme endroit. Vous dites? Oui, ça sera, rien prévu. je ne sais, peut-être qu'en nous suivant maintenant, ils peuvent corriger, mais en tout cas officiellement, ça sera au centre Wallonie-Bruxelles. Et pourtant, Sky News, CNN et plusieurs chaînes françaises et européennes vont retransmettre cet événement en direct. Très bien, merci. Serge, je voudrais ajouter quelque chose. N'oublie pas que c'est aujourd'hui aussi que l'Union européenne va se prononcer sur la reconduction ou non des sanctions contre certaines personnalités. On embraye là-dessus. Tout le week-end, la majorité, justement, tout le week-end, la majorité a tempêté pour demander l'unité, la cohésion de la sous-région, de la région, au niveau de l'Afrique, pour plaider en faveur de cette levée des sanctions sur les personnalités congolaises, dont les candidats du FCC. Vous pensez que les moments est appropriés? Vous pensez qu'est-ce qui peut jouer aujourd'hui en faveur de la levée? Je pense que c'est une insulte de cette communauté africaine au peuple congolais. Non, c'est Apoundou qui demande le soutien de la communauté. Oui, oui. C'est-à-dire quoi? Non, parce qu'il y a aussi l'Union africaine qui a fait des démarches auprès de l'Union européenne. Je voudrais dire que c'est une insulte à l'endroit du peuple congolais. Parce que qu'est-ce que cette Union africaine a fait en son temps quand il y a eu des victimes? Voilà. Des victimes de, excusez-moi, de la barbarie du régime. Qu'est-ce que ces Africains ont fait? Rien du tout. Et qu'est-ce qu'ils préconisent en faveur des victimes de toutes ces atrocités? Rien du tout. Donc je pense que aujourd'hui, la reconduction des sanctions contre Chadari et consorts, c'est une consécration du gouvernement congolais comme violateur. Est-ce que la situation des droits de l'homme? Est-ce que la situation n'a pas évolué dans l'entretemps? On dit qu'il n'a pas évolué. En 2017, il y avait la confiscation du processus, mais maintenant que le processus est libéré, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des crimes qui sont imprescriptibles, Serge. Donc, il y a Kamina Sapou, il y a ceci et consort. Ce n'est pas avec un balai de la diplomatie qu'on va balayer tout ça. On a vu Louis Michel à l'œuvre, hein, Louis Michel qui a traité avec les Congolais qui est à la commission de la paix de l'Union africaine, les échanges un peu musclés entre Louis Michel et Paul Sapou au Parlement européen sur cette question. Oui, ça voudrait dire que c'est une façon de voir comment aussi les choses se passent au sein de la communauté internationale. Il y a les intérêts privés des gens, les intérêts privés des États et consorts qui priment pour la plupart des cas. Donc, mais heureusement pour les Congos qu'il y a eu un Congolais, Paul Sapou, qui était dans la salle, qui n'avait pas droit à la parole, mais qui a brûlé le protocole pour rétorquer à Louis Michel. C'est Louis Michel qui est l'homme à la manœuvre. Vraiment, écoutez, c'est Louis Michel, le fameux. C'est Louis Michel qui nous a dit que il ne parle pas beaucoup. Si, c'est le même tonton Louis Michel qui a annoncé la mort de Musée. Voilà. Voilà. Mais peut-être que oui, ces sanctions étaient prises pour faire pression au pouvoir de Kinshasa,
notamment qui donnait l'impression de ne pas pouvoir chercher à organiser les élections. Bon, dès lors que les élections sont en train d'être organisées, bon, même si il y a à boire et à manger dedans, probablement Chadari sera proclamé président. Alors il sera très mal à l'aise d'être président avec des sanctions. Alors là, il va ressembler automatiquement à Béchir, le président soudanais, qui est incapable d'aller même se soulager dans l'autre pays parce qu'on risque de l'attraper à tout moment. Et ça ne sera pas bon pour nous, la RDC, si notre président est dans une situation instable, donc il ne saura pas nouer les contacts avec l'extérieur, il ne saura pas voir facilement assister à des grandes conférences à travers le monde, ça ne sera pas bon. Mais c'est ça aussi le nationalisme, quand on dit nous sommes souverains. Mais pourquoi vous ne restez pas souverain dans votre souveraineté chez vous? Très souverainement souverain. Bon, le comble, c'est que Serge, souvent les sanctions durcissent les régimes africains, et surtout les régimes qui ne veulent pas de grande ouverture, qui refusent à l'Union africaine de venir assister, à l'Union européenne plutôt, de venir observer les élections. D'ouverture de la part de Kinshasa. Mais qui ferme Schengen, nous on a plus facilement de visa et tout ça. Donc souvent ça durcit le pouvoir qui sont visés par ces sanctions. Bon, mais aujourd'hui, posons la question, est-ce que ces sanctions sont encore opportunes par rapport à l'évolution que nous connaissons? Bon, si on est de l'autre côté, en face de Chadari dans l'opposition, on dira mais non, il faut qu'il soit sanctionné. Peut-être que ça sera dur lorsqu'il sera proclamé président, et avoir un président d'un pays qui a des sanctions, alors il n'aura pas la liberté de bien gérer le pays. Il risque de prendre des décisions qui seront coercitives pour l'Europe, mais les conséquences, c'est la population qui en paie. Est-ce qu'il y a des gestes d'ouverture de la part de Kinshasa? Par exemple, quand Kinshasa qui refuse d'accréditer les observateurs européens, mais en même temps Kinshasa demande la levée des sanctions. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? De toutes les façons, aucun pays ne peut accepter d'avoir des sanctions. Les démarches sont faites, lui, monsieur, a commencé. Les lobbies vont continuer, mais ça n'empêchera pas ces régimes de respirer. Mais il faut également dire, ces sanctions officielles qu'on annonce, ça n'annule pas le combine qui se font entre des lobbies financiers, mais également des lobbies occultes des pays, parce que la France, avec Macron, ne s'est pas encore prononcée pour ça, contre la levée des sanctions. Il y a aussi des intérêts qui sont en ligne de compte. Alors si Chadari ou le régime peut rassurer un bon nombre de députés américains par rapport à leur pays qui verront leurs intérêts agrandis en RDC, ça sera... On va lever les sanctions. De toutes les façons, les vraies sanctions qu'il faut maintenir, ce sont les sanctions de la population contre le candidat du Front commun, contre le Congo. C'est ça la vraie sanction. N'attendons pas les sanctions européennes. C'est vrai, la position de la France jusque-là n'est pas encore connue, mais nous savons comment il faut commencer maintenant à monnayer, brader tel bloc pétrolier, la France est là avec Total, comment gagner ceci. Et vous savez aussi, en dehors du pétrole, aujourd'hui il y a le cobalt, qui est le minerai le plus prisé dans la perspective de la voiture électrique. Et Kinshasa a 50%, plutôt la RDC, c'est 50% de la production du cobalt au monde. Donc tout ça, oui, c'est bien beau, les droits de l'homme et consorts, mais ces pays-là ont leurs intérêts qu'ils doivent protéger. Donc ils essayent, en tout cas, de ménager les choux et la chèvre. Donc voilà. Merci beaucoup. Allez, on va parler campagne électorale. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance, merci de nous regarder. Bonne évasion sur vos antennes. Moïse Moussangana à ma droite et Paul Diakessi à ma gauche. Nous parlions tout à l'heure de la remise officielle aujourd'hui, prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, les Congolais. Médecin directeur de l'hôpital général de référence de Pandi. Nous sommes au Sud Kivu et on a envoyé pour revenir sur la probabilité, l'éventualité de la levée des sanctions contre les personnalités congolaises au niveau de l'Union européenne. La date, c'est donc aujourd'hui. On va suivre cela. Campagne électorale qui prend la main pour ce dernier thème de l'émission. Moïse Moussangana. Campagne électorale. On ne sent pas une campagne avec des thèmes. Je vais rapidement prendre, comment il s'appelle, Chadari. Il dit lutte contre la corruption. Il promet l'école
l'enseignement, l'école primaire gratuite, ça c'est déjà constitutionnel. Il dit lutte contre la corruption, il dit il va baisser le prix de fraises académiques, ça il a dit aussi en Bandaka, mais il a fait déjà je crois 10 provinces si ma mémoire elle est bonne. Le Grand Katanga avec 4 ou 5 provinces, le Grand Équateur 5 provinces, et il a amorcé les Bandundu. Bon, il faut dire d'abord, quand vous prenez le programme de Chadari, c'est l'absurdité, c'est la contradiction avec la politique dont il doit assurer la continuité. Parce qu'on dit l'émergence. Mais qu'est-ce qui a fait que le pays ne soit pas émergent pendant tout ce temps qu'ils sont au pouvoir? Quand on dit lutte contre la pauvreté, c'est pendant le 17 ans, 18 ans de Kabila au pouvoir que la pauvreté s'est encore accélérée. Et il va continuer quoi, Chadari? Il va continuer la pauvreté. C'est absurde. Et quand vous prenez même le budget de Chadari, je crois qu'il sort il descend de Jupiter. Il y a une question qui t'arrose les esprits. Il dit qu'il va baisser le prix, le frais académique. Il n'y a pas longtemps, il y a eu 2 morts à l'université. Mais il ne nous dit pas comment il va financer comment le gap là sera comblé. C'est ça le problème. Je dis on va atteindre aussi ce niveau de débat. Je dis qu'il descend du Jupiter. Il y a un nombre important d'étudiants sur l'ensemble du pays. Il y en a combien? Mais si on baisse les prix, le manque à gagner sera de combien? Et comment lui, il va trouver de l'argent où pour maintenant financer cela? Oui, écoutez, je dis ceci. Chadari descend du Jupiter. Parce que le régime dont il fait partie a fait au maximum 3 à 4 milliards de fonds propres chaque année. Mais Chadari nous promet en 5 ans 87 milliards. Ça veut dire quoi? Ça dit que Chadari confirme la corruption, l'évasion fiscale dont le conseiller spécial du chef de l'État a toujours accusé le régime. 15 milliards qui échappent au trésor chaque année. Donc, ce sont ces 15 milliards-là sur lesquels Chadari va mettre la main pour réaliser. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un aveu d'échec. Et d'ailleurs, on voit bien, quand vous voyez le calico, le banderole de gens du PPRD, ils ne mettent pas le signe de leur parti. Mova, qui s'appelle attaquant de pointe, mais il ne dit pas qu'il est attaquant de pointe du PPRD. Parce qu'il refuse le bilan. Il n'est pas sur la liste PPRD. Il est plutôt sur la liste PPPD. Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'ils veulent se blanchir dans de petits partis. Alors qu'ils doivent assumer, c'est le dernier secrétaire général du PPRD. Pourquoi ils ne s'assument pas en tant que PPRD? Donc, voilà un peu là. Tous ont fui. Ont fui leur couleur. Donc, ça voudrait dire que quelqu'un qui vient comme ça, sans identité, à une élection, il doit être sanctionné, comme l'a dit le pasteur. Vous voyez par exemple, vous avez Wivine Moleka, elle écrit « Maman sociale ». Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 mandats au Parlement? Qu'est-ce qu'il y a une loi pour quelle est une motion, même quelle est la loi traduisant le social dont elle se fait le porte-étendard aujourd'hui? Donc voilà, c'est pourquoi il faudrait que le peuple congolais ouvre l'œil et qu'il sache qui il doit envoyer au Parlement. Dites-vous que vous étiez messieurs comme de Chadari, et que Chadari devrait arriver à Boutembo, Béni, dans les grands noms où on tue chaque jour. Vous conseillerez quoi à Chadari? Il devrait dire quoi si vous étiez son messieurs comme? Bon, honnêtement, je n'ai rien à conseiller à Chadari, sinon seulement le dégager, quoi. Non, si vous étiez son monsieur comme Diane Allais aujourd'hui, avec la cellule, ou bien comme Jean-Marie Kassambalé, il va dire quoi? Qu'est-ce que Chadari peut avoir comme discours à Béni, dans les grands Béni, à Nitouri, où on tue les gens? Des esquisses d'abord et penser autre chose. C'est une question difficile. Je ne saurais pas répondre à... Alors, on revient à ces promesses de campagne. Oui, la campagne, c'est... Je pense que... Ne ciblons pas trop les programmes. Hein. Nous sommes aujourd'hui 92 millions, d'après un rapport du Niger. Mais je pense que la moitié des Congolais, ou même les 3/4, on n'a pas le temps de lire. Même nos journaux ici, dans les années 90, quand les Moïse nous délectaient avec leurs plumes,
potentiel. On lisait encore, mais aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Les programmes, les gens ne lisent pas. Et deuxièmement, j'ai eu la grâce d'interviewer un candidat président chez Combat, qui était aussi ici. Daniel. Il a un programme fantastique, extraordinaire. C'est un peu comme le manifeste Lancélé. mais aujourd'hui, Serge, c'est un vote sanction. Hein? Pourquoi les Fayoulou et les Félix font du succès à l'Est? C'est un vote sanction qui parle de l'émergence, qui disent continuité ou rupture. C'est son affaire. Aujourd'hui, les Congolais veulent sanctionner. Ils n'ont pas besoin de voir il y a combien de fautes grammaticales dans les programmes de Fayoulou ou de Félix. Tout ce qu'ils veulent, c'est battre Chadari. Un référendum. Malheureusement. Mais c'est là où nous allons. Mais malheureusement, comme nous l'avons déploré, l'opposition a rendu la tâche difficile à la population. Quand vous voyez les images qui nous sont rendues malheureusement sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut relativiser aussi cette foule-là, puisqu'il n'y a aucune chaîne qui fait ça en direct, malheureusement. Et pourtant, on nous a promis une campagne à l'américaine. Moi, je pensais que le sortie de Fayoulou allait être médiatisé, on l'a suivi en direct. Malheureusement, on ne fait pas ça. Le succès qu'il récolte, ça prouve que la population a envie de changer. Et encore hier, le chef de l'État... Le changement, c'est entre Fati ou Fayoulou, entre les deux. Oui, c'est un match amical entre les deux. Donc le changement, c'est Fayoulou ou Fati. C'est un match amical. Donc, à votre avis, ça se jouera entre Fati et Fayoulou? Entre Fati et Fayoulou. Emmanuel Ramazani. Tous les sondages, Chadari vient en troisième position. Donc entre les trois, il y a les trois. Le second et les autres vont attendre peut-être 2023. Malheureusement, ils vont rencontrer encore Kabila. Cette interview... Quel raccordement? Cette interview de Kabila, c'est une pavée dans la mare. Hein? Ça signifie quoi, Serge? Il faut détricoter cela. Ça prouve le choix de Chadari, comme Menda va appeler Fayoulou Sourinène. Et je crois que c'est autant aussi pour Chadari au sein de la majorité. Donc, si Mélanga est le donc, il disait, mais si je mettais ma tata, je ne suis pas sûr qu'il y a aussi une raison pour laquelle on a mis Chadari pour dire qu'en 2023, je vais revenir. Et vous verrez qu'en 2023, les élections vont se faire à temps et à l'heure, parce que lui-même, il sera là. Là, il n'y aura pas de mort d'homme. Hein? Et voilà maintenant, comme la CENI ne peut que proclamer Chadari, puisque Kabila, si jamais... Pour le décès, il faut pas, ça risque de surchauffer les esprits. Hein. Il ne faut pas continuer à dire... mais non, mais c'est un fait. C'est un fait, malheureusement. Hein, même si... Est-ce que les fonds succès que récolte Fati, les fonds succès que récolte, comment il s'appelle, Fayoulou, face à cette réalité, Nanga va proclamer quelqu'un d'autre que ces deux acteurs-là? Oui, Nanga va se servir du fait que non, mais vous étiez divisés, vous deux. Mais il y a un risque d'un soulèvement. Regardez tous ces gens de Kisangani, à Bounia, Beni, Bukavu, là où Fati... Ça risque d'avoir un soulèvement. Les lendemains ne seront pas très reluisants pour nous, parce que Fayoulou ne prône pas les boycotts. Fayoulou dit nous irons sans machine à voter. Ça va se passer comment, on ne sait jamais. Le ticket Fachi Vital, nous irons mais avec machine, il faut apporter un stylo, vous devez voter avec le stylo. Donc, nous risquons d'assister le jour, le 23, à des bagarres entre agents de la CENI et tout ça, ou entre électeurs et policiers, etc. Si déjà aujourd'hui, on peut empêcher à Fayoulou d'atterrir à Kindu, mais à une faute raison, nous aurons les bureaux barricadés par des militaires dont les visages seront masqués, parce que peut-être qu'ils ne parlent pas lingala. Et comment vont-ils se comporter face aux électeurs qui vont exiger le papier et le stylo? Donc, programme, n'en parlons pas. C'est un vote sanction. C'est soit Félix Tshisekedi ou Martin Fayoulou. Merci beaucoup, Paul Diakessé. Les francs succès, Paul pense que c'est par rapport au souci du changement. Oui. On a dit ici que Fayoulou était, comme Paul l'a dit, je ne sais pas moi, les menus frétins, poids plume, tout. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui explique cette foule? Ok, très bonne question, Serge. Je crois qu'il faut tirer plutôt des enseignements de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on voit, Fayoulou est en train... On ne lui donnait pas assez de chance. Il est en train de soulever les vagues lors de son passage. Et sur un autre registre aussi, Fati. Donc, Fayoulou, le petit poussé, un outsider, est en train de prendre de l'épaisseur au fur et à mesure qu'il est en train d'avancer. Donc, il est en train d'avoir
un ancrage véritablement Il n'arrive national. pas à Kindu, c'est quoi? La paire change de camp? Je vais y arriver. Et puis, ces foules-là dénotent aussi les ras-le-bol. Paul l'a dit. Les ras-le-bol. Ça veut dire que ce soit Fayoulou, que ce soit Fachi, ils mobilisent au-delà de leur base. Voilà. Au-delà de leur base. Ça veut dire que les gens veulent en découdre une fois pour toutes avec ce régime. Ces foules-là aussi dénotent quoi? Que le peuple est en avance par rapport aux politiciens. Voilà. Parce qu'il y a eu des politiciens qui ont déclaré sur les ondes de radio que non, voici Tribus, ceci et consort. Mais on montre que Fayoulou, qui est de l'ouest de Bandundu, est en train de soulever les montagnes à l'est. À l'est. Ça veut dire que le peuple vient de dépasser ces clivages tribal qui a caractérisé les élections de 2006, qui a caractérisé dans une certaine mesure les élections de 2011, et aujourd'hui, ça ne J'ai finit. vu la question de Fati aux habitants de Bukavu. Il dit, il parlait en français, vous voulez la continuité ou bien vous voulez la... Ils ont dit, ils veulent la rupture. Je vous donne quelques statistiques pour pimenter un peu ce que je vais dire. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur le processus électoral. Oui. En 2006, Joseph Kabila a 93% au Nord Kivu, 97% au deuxième tour, 97% au Sud Kivu, un peu 80% au Katanga et consort. Mais en 2011, Joseph Kabila a eu 38%, malgré toute la tricherie qu'il y a eu au Nord Kivu. Presque la moitié. Hein. Oui, Kamere a eu 23%, le feu Etienne Tshisekedi 21%. Au Sud Kivu, je vais me limiter là, Joseph Kabila a eu 44%, Kamere 41%, le feu Tshisekedi 9%. Ça veut dire que avec Kamere en 2011, Kamere a tiré vers le bas Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ça en est terminé. Joseph Kabila s'est encore poursuivi au Katanga, où il y a Moïse et consort, où aussi et Kyungu est là. Fachi ne fera pas aussi moins que ça. Donc ça veut dire que les Katanga, la province orientale et les Bandundu qui ont fait voter Kabila en 2011 ne seront plus aujourd'hui en première ligne pour faire voter. Et les réponses de voix ne seront pas automatiques, pas simplement parce que c'est Kabila, parce que c'est un autre candidat. Oui, c'est un autre candidat. Donc par rapport au bilan aussi, il faut dire cela. Et puis, ces foules-là veulent dire quoi? Que l'Est n'est plus la chasse gardée de Kabila. Parce qu'en 2006, comme 2011, Kabila, avec ses 86% à l'Est, ça constituait 70% de ses voix sur toute la République. Aujourd'hui, les calculs sont bouleversés. Alors, dernière question pour donner je vais terminer par là pour dire que le fait d'empêcher l'avion de Fayoulou d'atterrir, ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, ce qui reste comme mythe à l'Est pour Kabila, c'est quoi? C'est le Kindu, qui est la province d'origine de la maman, même si c'est aussi la province d'origine de Chadari. Ça veut dire que si le Kindu tombe, donc ça n'est fini avec Kabila à l'Est, ça n'est fini avec le FCC. Est-ce que, donc, voilà un peu est-ce que Nanga voit ça? Nanga, il a des yeux, mais il est toujours aveugle. Il a vu ça, le problème. Il a vu les messages des gens de Bouya. Nanga n'a pas Dieu pour voir. S'il avait Dieu pour voir, il y a longtemps qu'on serait très avancé. Alors, quand Fati arrive, les gens l'accueillent, quand Vital arrive et Fayoulou, mais les gouverneurs commencent à recevoir des remontrances de la part du FCC, de la part du candidat Chadari. Je vois celui de l'Ituri qui se plaint. On dit pourquoi il a laissé les gens aller accueillir Fati, pourquoi il a laissé les gens aller accueillir, je ne sais pas moi, Fayoulou. Mais non, c'est quoi? On interdit aux gens de battre campagne? La paire a changé? Et Mouekansaji qui a fait déchirer les affiches de l'UDPS aussi. Ça c'est dangereux. Il y a eu des problèmes. Donc ça, c'est le chèque
de la stratégie du FCC, qui pensait que si tous les gouverneurs sont dans l'équipe de la campagne, c'est que nous avons déjà toutes les provinces. On soupçonne même Bamanissa d'être de mèche avec Martin Fayulu. Les masques tomberont un jour. Alors ils pensaient qu'en ayant les gouverneurs, ils ont la population avec eux. Et ce qu'il faut également noter pour Fayulu et Fassi, c'est qu'en allant, ils vont librement, ils ne donnent pas l'argent aux gens qui sont là. Les gens viennent à l'aéroport, marchent à pied de longue distance. Je prends par exemple, quand vous prenez, vous descendez, vous allez à Kisangani, de l'aéroport jusqu'à Kisangani, la ville, c'est une longue distance. Quoi que vous avez été à Kisangani. Et les gens, ça fait 17 km. Les gens marchent à pied, ils sont contents de marcher à pied. Et ça prouve que c'est une adhésion, cela. Maintenant, quitte à l'opposition, quitte à Fassi et Fayulu, de pouvoir capitaliser ces foules, la transformer en vote, mais également être sûr de bien surveiller tous les bureaux de vote. Et nous pensons que le FCC n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais malheureusement encore, comme ils ont leur CENI, ils ont leur Nanga, ils ont le groupe constitutionnel, ils ont l'armée et la police. Mais face à une population qui veut la rupture, le changement, comme vous le dites si bien, est-ce qu'il n'a pas pu faire autre chose que d'adhérer à cette volonté exprimée dans les urnes? Exactement. Kindu, c'est une population très réfléchie. Vous voyez, quand vous regardez les gens de l'Est, il y a une différence entre les gens de Maniema, un peu quand vous le voyez phénotypiquement, et même d'une façon en réflexion. Je vois que si Kindu aujourd'hui tombait, comme l'a dit Moïse, ça sera fini et il faudrait qu'il puisse revoir les calculs. Est-ce que ce n'est pas que de faire encore la campagne des opposants, de les interdire de venir? C'est une grande publicité pour Fayulu, parce qu'il semble que Fayulu soulève la foule là-bas. Bon, il faut dire que Fayulu n'est pas seul, c'est pas Isidé qui soulève, c'est Bemba, c'est Moïse Katumbe et le reste. Donc il faut, mais Félix, c'est lui et Caméré. Alors il faut dire que c'est le succès un peu, parce que vous savez, Ngwanda avait écrit un livre où il a dit dans une phrase que celui qui ne contrôle pas l'Est ne contrôle pas les pouvoirs en RDC. Et Kabila doit avoir peur de l'Est. Aujourd'hui, l'Est est en train de lui échapper, parce que Bounia, en Ituri et partout là-bas, c'est la liesse. Il fallait voir Kisangani, comment cela a été. C'est très fort que cela arrive aussi à Fassi, à Kindu. Si Genève... Bon, je pense qu'ils se sont préparés à tout ça, ça peut toujours arriver, mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on s'attaque plus à Fayulu. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que l'UDPS se rapproche un peu du centre par rapport à la Fayulu, qui est l'extrême, parce qu'en disant que nous irons avec ou sans machine, c'est que l'UDPS a pris une position médiane, et que Fayulu est resté à l'extrême. Peut-être qu'on attaque plus à Fayulu, parce qu'il est encore l'extrême, boycott un peu, masqué, c'est la machine à voter. Et peut-être ça, il fait peur. Il n'est pas là-bas. Bon, vous aimez beaucoup vous citer des termes qui risquent de faire que la journée soit gâchée inutilement. Est-ce que l'armée et la police peuvent rester, comment on dit, en dehors de tous ces mouvements politiques? Parce qu'on sent plus que c'est l'armée qui est instrumentalisée, c'est la police qui est instrumentalisée. Parce que d'après les informations de quelqu'un qui Kisangani, il m'a dit que c'est la garde républicaine qui est, enfin, qui aurait pris possession de l'aéroport de Kisangani pour empêcher que Fayulu, son avion, puisse atterrir. Alors dites-moi un élément, dites-moi un élément en termes de bilan positif, minime soit-il, pour Martin, comment il s'appelle, pour Chadari, qui peut dire voilà, si vous ne voulez pas voter pour moi, mais pensez quand même à ce que Kabila a fait pour vous, par exemple un bilan, la régularité dans les paiements des salaires. Bon, c'est comme si vous me posez une question de la chimie alors que je ne connais pas la chimie. Merci beaucoup pour le décret. Mais vous savez, la grande bataille, ça va se jouer à Kinshasa. La dernière semaine sera la semaine déterminante. Puisqu'on ne peut pas justifier ces affrontements. En 2011, Tshisekedi Etienne a fait meeting à Goma le même jour que Kabila. Il n'y a pas eu d'affrontement. Donc, qu'on soit démocrate, qu'on soit tolérant, ça arrive. Si vous pensez que seulement vous qui parlez soyez lui qui va conquérir, non. Félix a fait des meetings à Lingala en français, 1 million, Swahiliphone, et les gens ont acclamé. Donc, tout celui, même ça, aujourd'hui, si vous allez à Libengé, à Gemena,
faire campagne, la foule viendra parce que vous symbolisez peut-être le changement. Merci beaucoup, Paul Diakessé. Nous allons citer. Je crains fort que les gouverneurs commencent à recevoir des remontrances de la part du FCC. On ne fait pas si le gouverneur tolère les gens. Celui de l'Uturi a laissé Fayulu faire son meeting. Celui de Kisangani a laissé Fati faire son meeting. Et celui du Maniema n'en veut pas. D'ailleurs, surtout qu'il est un gouverneur provisoire. Hein. Vous savez, Paul venait de le dire. Hein, il a énoncé un peu pêle-mêle les atouts du Front commun contre le Congo. Je ne sais pas. Il a dit, ils ont quoi? Ils ont la CENI. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont le service de sécurité, ils ont la grande territoriale et la petite territoriale. La grande territoriale, ce sont les gouverneurs et consorts. Tous sont membres de l'équipe de campagne de Chadar. Ils ont les cours et tribunaux et l'opposition n'a quoi? N'a que la population. Ils ont aussi la RTNC. Au travers de la précarité qui vit. Même malheureusement, c'est un capital qui est en train d'être dilapidé avec ce manque de rapprochement, comme on l'aurait souhaité. Donc, cela étant, il faut dire que c'était normal, ce qui arrive était normal, parce qu'à un moment donné, il fallait essayer un peu d'endiguer ces foules-là qui précipitent d'ailleurs la mort du régime. Mais je voudrais revenir sur la déclaration du président Kabila. Il nous donne rendez-vous en 2003. Et je crois que c'est 2023. Je crois que c'est un mépris pour cette population. Il a eu à diriger cette population pendant 18 ans. Il a envoyé à l'échafaud. Et qu'est-ce qu'il va faire en 2023? Lui-même d'ailleurs, le président Kabila, qui ne s'est pas vraiment intégré dans la société congolaise. Kabila habite dans cette ville. Ça va faire bientôt 20 ans. Kabila ne parle pas lingala. Alors que vous avez les Chinois, vous avez les Libanais, vous avez les Indiens qui atterrissent dans ce pays. Un mois et demi, ces gens-là commencent à vous parler les lingala. Donc, ce manque d'intégration, d'abord du président Kabila, fait que lui-même s'est éloigné de la population. En s'éloignant de la population par sa langue, il s'est éloigné de la population, même par le confort de cette population. Je ne vois pas comment cette population pourra en 2023 compter sur le président Kabila. Mais il faut dire que nous sommes dans une situation pré-insurrectionnelle. Ça voudrait dire qu'avec toutes ces foules qui sont soulevées, et que si, au lendemain du 23 décembre, c'est Chadari qui est proclamé, je crois que toutes ces foules-là... Mais Chadari aussi soulève des foules. Hein. Oui. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Alors, vous allez terminer. Paul, votre dernière intervention. Vous pensez qu'on aurait moins de crises après les élections, moins de crises post-électorales, au cas où Fati était proclamé président, soit Fayulu que Chadari? Vous pensez que si c'est Chadari, la crise sera encore très forte, parce que ça sera Fayulu et Fati qui vont contester les résultats. Et bien si c'est Fayulu, bon, la crise sera un peu, comment on dit, légère. De toutes les manières, Fati et Fayulu vont se retrouver encore ensemble après les élections. Parce qu'il faut composer la majorité au Parlement. Comme ils sont de même bord, c'est que tous les la Mouka, etc., seront ensemble pour chercher à avoir la majorité au Parlement. Et deuxièmement, sachant que l'opposition soulève la foule, mais comme Nanga doit proclamer Chadari, moi, le schéma que je vois, c'est après les élections, contestation, cour constitutionnelle, etc., gaz lacrymogène, et puis on dira, bon, gouvernement non national. Et on aura un premier ministre qui sera de l'opposition. Alors, entre Fachi et Fayulu, celui qui sera proclamé par Nanga en nom utile après Chadari, c'est celui-là qui sera... Alors, la Kabila sera hors-jeu ou bien il sera le souffleur de Chadari? Non, Serge, il ne faut pas rêver. Kabila, jusqu'aujourd'hui, c'est le maître des horloges. C'est lui qui commande et tout. J'avais dit ici, je crois, il y a plusieurs mois, que les élections seront organisées dans ces pays que lorsque Kabila sera convaincu de les contrôler. Or, aujourd'hui, tout indique qu'il contrôle les élections. Merci beaucoup, Paul. Même contrôle son dauphin. Donc, voilà, nous allons vers ça. Alors, qui sera Premier ministre? C'est Fachi, c'est Fayulu. Ça dépendra de la manière dont ils sont classés. Mais les sondages d'aujourd'hui donnent toujours Fachi en tête par rapport à Fayulu. Mais vous savez aussi qu'à Madagascar, le président
en sortant, a échoué, mais il a accepté. C'est André Joël et comment il s'appelle, l'ancien président. Il n'est pas dit que si vous avez des candidats de l'opposition d'office, vous perdez des voix. Oui. Bon. Face aussi à un bilan que vous qualifiez de je ne vais pas revenir sur ça, mais bref, j'aimerais vous libérer. Merci mais la grande île n'est pas la RDC. Ah, ça c'est vrai. Nous avons plus de 400 tribus. Là, il manque peut-être 2 tribus. Il y a tellement de Bangwandi et le Bangombe. C'est fini. Donc, merci beaucoup. Merci à Paul Diakessé pour des analyses limpides, claires. Merci à vous, cher Paul. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Un soutien à un candidat, personnellement. Tous les journalistes. Malheureusement, on ne saura pas voter pour tous au même moment. Alors, nous mettons bien en difficulté. Nous sommes vraiment en difficulté. Peut-être qu'on pourra penser pour X ou Y. Bon, mais le vote est toujours secret. Merci beaucoup. Allez, au revoir, chers confrères, ex-confrères. Merci à vous, mais je ne sais pas comment vous quittez la presse, vous allez maintenant en politique, et puis qu'est-ce que vous avez de nouveau, tout. On en parlera peut-être très prochainement. Je crois que j'ai donné pendant 27 ans ce que je pouvais. Au travers de mes écrits, au travers de la parole. Mais on a encore besoin de ta plume. J'ai dit que je dois aller au sein des institutions pour secouer les cocotiers, parce que c'est là où il faut faire bouger les choses maintenant. Merci. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est ça d'ailleurs mon slogan de campagne, la force de la parole. Alobaka, P. Akolobe Lamboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. C'est vraiment la campagne. Serge est très courtois. Il vous facilite de faire votre campagne. La force de la parole. Il faut toujours après vous motiver à la fin de l'émission. Les mystères, les chiffres 4, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'Équatoriens qui m'ont appelé. Ce n'est pas moi qui ai fait les sondages. Les sondages placent Bemba comme premier grand Équatorien, suivi de Ambongo, suivi de Henri Thomas Lukondo et de Serge. Ça fait chiffre 4, excusez-moi. Mais il y a des grands leaders de l'Équateur, comme comment il s'appelle, Bokundoa. Les sondages, dès qu'on les publie, comme aussi, ça fait, dès qu'on les publie. Excusez-moi, il y a des grands leaders de l'Équateur, comme le Bokundoa, comme Atundu, mais il ne faut pas oublier aussi Georges Leta. Mais les sondages pour l'instant, c'est 4 d'abord. Acceptez ces sondages-là. Après les élections, il y aura un autre sondage. Peut-être que les Bongong aussi. C'est 4 comme Fayoulou. Je ne sais pas. Moi, je dis que c'est 4 leaders. Merci beaucoup. 9h30 dans ma pour le deuxième numéro.